Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions. Le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saga qui m'a apporté beaucoup de joie, de plaisir et de douceur. Je parle bien évidemment du Chat du Dalai Lama, écrit par David Michi et publié aux éditions Le Duc. Le Chat du Dalai Lama comporte actuellement 5 tomes. Les 4 premiers tomes, forcément plus anciens, ont tous déjà été publiés au format poche. En revanche, le 5e tome vient seulement de paraître en avril 2022 au grand format. Il faudra donc probablement attendre le 2e semestre 2023 pour l'apparition du poche. Si je recommande vivement de commencer par le tome 1, il n'est en revanche pas forcément nécessaire de tous les lire pour avoir le fin mot de l'histoire, chaque tome ayant sa propre intrigue et ses propres problématiques. À propos du livre. Le Chat du Dalai Lama, c'est l'histoire d'une jeune chatte abandonnée qui va être recueillie par le Dalai Lama en personne. À travers elle, nous allons être initiés entre autres à la philosophie bouddhiste, à la méditation, au lâcher-prise et au détachement. Notre jeune héroïne va, au fur et à mesure des tomes, faire de nombreuses rencontres, aussi bien avec des humains qu'avec d'autres créatures poilues, qui vont la faire réfléchir, avancer, progresser. Le Chat du Dalai Lama, c'est une série légère, joyeuse, feel good. Tout est raconté par une héroïne, pas comme les autres, et ça donne un point de vue décalé sur nos tourments typiquement humains. J'ai particulièrement adoré le tome 1, où tout est nouveau. On découvre les différents personnages, l'histoire, on s'initie au bouddhisme, on s'habitue également au style de l'auteur. Les tomes 2 et 3 sont très bien, mais même si on découvre de nouvelles choses, je trouve qu'on s'installe un peu dans une routine. Je reste très satisfaite de leur qualité cependant. Par contre, le tome 4 a été une révélation, je trouve que c'est de loin le meilleur. Tout en restant accessible, le contenu est plus dense, plus riche, plus pointu. Quant au tome 5, que j'ai lu récemment, je l'ai autant aimé que les tomes 2 et 3. Ce n'est pas le meilleur, mais la qualité reste présente. J'ai trouvé très intéressant les différents thèmes abordés. En effet, dans le tome 5, on va beaucoup parler de la vieillesse et de la mort. Notre héroïne a bien vécu, elle n'est plus si jeune. Elle réalise qu'elle approche de la fin. À voir s'il y aura une suite, mais je pense que le 5e tome sera le dernier. Le thème principal de la saga est bien évidemment le bouddhisme. Et l'apprentissage le plus important du bouddhisme, c'est le principe d'impermanence. Chaque seconde nous rapproche inexorablement de la maladie, de la perte et de la mort. Si nous voulons être heureux en ce bas monde, le bouddhisme nous invite à nous détacher de ce qui est matériel, de nos possessions, mais aussi de nos relations. Attention, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer, bien au contraire, la compassion est au cœur du bouddhisme. Mais notre bonheur ne doit pas dépendre des autres, tout a une fin. Autrement dit, plutôt que d'être heureux grâce à telle situation, telle personne, le bouddhisme nous invite plutôt à être heureux avec telle situation, telle personne. À noter que l'impermanence a également son versant positif. Cela veut dire que tout ce qui est source de souffrance a une fin. À ce titre, je me souviens d'un passage d'un livre de Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien, célèbre militant pour la paix et décédé en janvier 2022. Si mon souvenir est correct, il parlait de la guerre opposant le Tibet à la Chine. À un moment, quelqu'un lui a demandé s'il pensait que la guerre allait bientôt se terminer. Bien évidemment, il n'avait pas la réponse. Mais il a commenté que tout a une fin, même la guerre. Et il a raison, même lorsque nous vivons les heures les plus noires de notre existence, cela prendra fin un jour, car rien n'échappe aux effets du temps. À noter que le principe d'impermanence accepte toutes les émotions humaines, là où les travers du développement personnel nous invitent à embrasser uniquement la joie et à rejeter les émotions négatives. Je pense surtout au courant de la pensée positive, qui bien évidemment est pertinente à bien des égards. Mais poussé à outrance, cela devient une tyrannie où l'on doit apprendre à se réjouir de tout ce qui nous arrive, sans jamais laisser de place aux autres émotions, telles que la colère, la tristesse ou la peur. Mais les émotions ont un message, elles nous poussent à l'action. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot émotion. Dans émotion, il y a motion, qui vient du latin et signifie mouvement, action de mouvoir. Les émotions ont un but, faire passer un message afin de corriger notre trajectoire et de nous pousser à l'action.
Nier les émotions dites négatives revient simplement à ignorer les symptômes d'une maladie. Ça fonctionne pendant un temps, jusqu'au moment où la réalité s'impose à nous, et ce souvent d'une manière brutale. Ainsi, le bouddhisme, avec son principe d'impermanence, nous invite à accueillir toutes nos émotions, quelles qu'elles soient, et nous évite de sombrer dans le désespoir, car quoi qu'il arrive, elles seront temporaires. Il y a également un autre concept bouddhiste que j'ai beaucoup aimé et qui a été particulièrement développé dans le tome 4. Il s'agit de l'équanimité. L'équanimité, c'est l'idée selon laquelle nous devons nous efforcer d'être aussi bienveillants que possible, et ce envers tout le monde. S'il est facile de l'être avec celles et ceux qui nous sont chers, il est en revanche bien plus difficile de montrer de la bonté, de la patience et de la gentillesse face à des êtres humains que nous n'apprécions guère. Cela peut être une personne de la famille que l'on ne supporte pas, des voisines, des voisins ou des collègues franchement casse-pieds, des personnalités médiatiques, ou tout simplement une personne qui nous a fait du mal. Le bouddhisme nous demande donc de traiter ces personnes-là comme on traite un parent, un enfant, un proche, car le bouddhisme considère que ces personnes-là sont des précieux trésors. Oui, vous avez bien entendu, ces êtres qui nous pourrissent l'existence, qui nous horripilent, qui nous mettent en rage, qui nous maltraitent parfois, eh bien, le bouddhisme nous dit qu'il faut les traiter comme de précieux trésors de notre existence. Comme je l'ai déjà dit, pratiquer l'équanimité et la bienveillance, c'est facile pour quelqu'un qu'on aime. Mais les personnes qui nous énervent pour une raison, c'est que leur attitude vient toucher quelque chose en nous, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, les individus que l'on ne supporte pas nous mettent face à un miroir que l'on accepte difficilement de regarder. C'est grâce à ces précieux trésors que l'on peut avancer, progresser vers l'éveil, qui est d'ailleurs le but du bouddhisme. Il y a à ce sujet une célèbre phrase venant d'un moine bouddhiste dont j'ai malheureusement oublié le nom. Si vous pensez avoir atteint l'éveil, passez donc une semaine avec votre famille. J'ai juste envie de dire une chose. Amen. Dernière petite info. Si ce principe d'équanimité et de précieux trésors vous parle, il y a un autre excellent livre que je peux vous recommander. Il s'agit de l'ouvrage « Que faire des cons ?» écrit par Maxime Revers. Malgré ce que peut laisser penser son titre, c'est un livre très sérieux qui traite de la connerie humaine sous le prisme de la philosophie. Car nous connaissons toutes et tous des cons et des connes, et que d'ailleurs, nous sommes toutes et tous la conne ou le con de quelqu'un. Même si le vocabulaire employé n'est pas du tout le même que dans le bouddhisme, de nombreuses idées se rejoignent. Et c'est d'ailleurs un de mes plus grands coups de cœur du rayon philosophie. À qui je recommande ce livre? Le profil le plus évident est bien évidemment une personne qui s'intéresse au bouddhisme et qui aime les chats. Mais ce livre est une véritable aventure, pleine de sagesse et de douceur. Je le recommande donc à quiconque s'intéresse de près ou de loin à la spiritualité, mais également à quiconque cherche un livre léger qui lui fera vivre des péripéties félines inédites. C'est également une série qu'on peut facilement offrir tant il est agréable. En bref, c'est difficile d'être déçu avec le chat du Dalai Lama. À propos de l'auteur. David Michi est un auteur anglophone, mondialement connu pour ses livres sur le bouddhisme et sur la pleine conscience. En dehors du chat du Dalai Lama, j'ai lu 2 autres de ses livres. Celle qui parlait avec les chats, qui est un recueil de 8 contes en lien avec le bouddhisme, ainsi que Le corgi de la reine d'Angleterre, un autre roman initiatique du point de vue du corgi de la reine d'Angleterre. C'est un peu le pendant chien du chat du Dalai Lama. J'avoue que j'ai été un peu déçu cependant. Mais bref, David Michi a une plume que j'aime beaucoup. La lecture de ses livres est fluide, facile, tout en poussant à la réflexion. Il a un petit côté espiègle, qui rend certaines scènes cocasses. Je ne sais pas s'il y aura une suite au chat du Dalai Lama, mais si c'est le cas, je ne peux que m'en réjouir. À propos de l'éditeur. J'ai déjà parlé des éditions Le Duc lors du chapitre 4, pour le livre Colibri et après, de Marie Petit. Donc, très brièvement, Le Duc est un de mes éditeurs préférés, spécialisé en bien-être, qui publie des livres qualitatifs et éco-responsables. Mais vu qu'ils sont spécialisés en bien-être, normalement, vous allez me dire qu'ils publient plutôt des essais, pas des romans. Et en effet, en tant que tels, les éditions Le Duc ne publient rien en littérature. Ils publient des romans, de plus en plus d'ailleurs, mais ce sont toujours des romans de développement personnel, ou d'une manière générale, des romans en lien avec le bien-être. Il faut savoir qu'en librairie, depuis plusieurs années, les livres de développement personnel et du bien-être tendent à augmenter. Il y a une demande de plus en plus forte pour ce genre de thématique, et il y a donc, en réponse, une diversité de plus en plus grande de la part des éditeurs.
De ce fait, il y a plusieurs éditeurs, dont le Duc, qui ont commencé, il y a plusieurs années, à publier des romans à visée initiatique. Avant, il n'y avait que quelques titres dans cette catégorie, mais actuellement, c'est tous les mois qu'il y a plusieurs nouveautés dans la catégorie roman de développement personnel. Donc, si vous voyez un roman qui a été publié par le Duc, c'est que ce n'est pas un simple roman. Il se veut initiatique, c'est-à-dire qu'il a une thématique souvent bien identifiable qui sera au cœur de l'histoire. Le but est de vous faire réfléchir sur vous-même, sur votre rapport aux autres et sur le monde. Donc ici, le thème de l'histoire est bien évidemment le bouddhisme, mais il y a d'autres romans sur les synchronicités, sur le burn-out, sur la parentalité, sur le harcèlement, sur le deuil, etc., etc. Pourquoi parler de ce livre ? Alors, la première raison, c'est tout simplement parce que le bouddhisme m'intéresse depuis plusieurs années. Mais, quand on s'intéresse au bouddhisme, par où commencer ? Le bouddhisme existe depuis plus de 2500 ans et il connaît de nombreux courants. Sans compter que c'est une pensée très différente de la nôtre en Occident. Dans notre culture, je pense d'ailleurs que nous ferions bien d'intégrer quelques concepts issus de l'Orient. Nous sommes fort dualistes, ils sont plutôt holistiques. Nous aimons réfléchir avec notre boîte crânienne, ce que la raison nous dicte, mais en Orient, ils acceptent beaucoup plus facilement l'intuition, ce qui vient des tripes, de nos sensations. Ils ne cherchent pas toujours à comprendre pourquoi, ils acceptent plus facilement ce qui est. Rien que pour cela, ça vaut la peine de parler du chat du Dalai Lama. Les différents tomes nous permettent d'approcher le cœur du bouddhisme tibétain. Mais en dehors de ça, le chat du Dalai Lama est une série qui m'a fait rire, qui m'a réconforté, qui m'a fait réfléchir. J'ai passé un excellent moment à lire les différents tomes. C'est une série que j'ai découverte en devenant libraire, et qui m'accompagne donc depuis mes débuts. Je me souviens de l'excitation lorsque j'ai appris qu'il y aurait un tome 4, et puis un tome 5, sans compter mon excitation et mon plaisir quand les tomes annoncés sont enfin sortis et que j'ai pu les découvrir. Je tenais à parler de cette série afin de partager avec vous le bonheur que peut procurer un livre. À celles et ceux qui rétorqueraient que ce n'est pas très sérieux de s'initier au bouddhisme avec une histoire de chat, j'ai envie de répondre que c'est souvent lorsque l'on ressent le plus de plaisir que l'on apprend le mieux. Au final, si un thème vous intéresse, peu importe la manière dont vous l'approchez, tant qu'elle vous convient. Et pour ma part, le chat du Dalai Lama a été mon initiation en douceur au bouddhisme, et qui m'a permis de mieux comprendre ses fondements et de lire plus facilement d'autres livres plus pointus sur le sujet. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, vous pouvez me contacter et me suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines!